La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La France vue d'ailleurs, Olivier Loiseau raconte le voyage en Europe à la fin du XIXe siècle d'un Shah de Perse et d'un roi de Siam. Dans le cadre de l'exposition Visage de l'exploration au XIXe siècle, j'ai eu l'occasion de me pencher sur deux souverains, deux personnalités extra-européennes qui ont joué un rôle dans le mouvement exploratoire par leur action pour faire progresser la connaissance de leur propre pays, par leur soutien à divers voyageurs, par leurs voyages entrepris à l'étranger. Donc je veux parler du Shah de Perse Nasser-ed-Din et du roi de Siam Chulalongkorn, connu sous le nom de Rama V. Alors c'est ce dernier aspect de leur action que je voudrais développer ce soir en me focalisant sur les voyages que ces souverains ont conduits en Europe et plus particulièrement sur leur passage en France. Alors Nasser-ed-Din et Chulalongkorn sont deux souverains ouverts sur le monde extérieur, sont intéressés par les sciences, les arts. Et ils ont conduit de profondes réformes pour moderniser leur pays. Ce sont aussi deux souverains voyageurs, pratiques qui tranchent d'ailleurs avec celles de leurs prédécesseurs. Ce sont deux personnalités douées pour la narration. Nasser-ed-Din parle un peu le français, Chulalongkorn est anglophone. Les liens entre l'Europe et la Perse, l'Europe et le Siam sont anciens, mais c'est majoritairement par le voyage d'ambassadeurs, par des plénipotentiaires que les rencontres officielles... Excusez-moi, je vais commencer à aussi faire défiler des images. C'est majoritairement par des voyages d'ambassadeurs, par des plénipotentiaires que les rencontres officielles ont eu lieu par le passé. Les voyages qui nous intéressent ce soir sont conduits en personne par ces souverains et s'inscrivent dans une longue série de voyages qu'ils entreprennent. Au cours de son règne, Nasser-ed-Din va mener de nombreux voyages en Perse et entreprendre 3 voyages en Europe. Quant à Chulalongkorn, il visite plusieurs pays du sud-est asiatique, la Birmanie, le Singapour et surtout 3 voyages à Java, importants. Et puis il entreprend parallèlement 2 voyages en Europe. Donc je vais me centrer ce soir sur les voyages en France du Shah de Perse en 1873 et 1889 et sur les voyages en France du roi de Siam en 1897 et 1907. Des voyages qui sont motivés par toute une série de raisons, des questions diplomatiques certes, mais aussi le désir de connaissance, des nouvelles inventions occidentales, la découverte des régimes politiques, des modes de vie des Occidentaux. Alors, ces voyages sont inégalement documentés. La visite en France de ces souverains fait l'objet de nombreux articles dans la presse de l'époque, mais la manière dont ces monarques sont perçus par les Français et comment leur séjour est vu à travers la presse ne sera pas traité ce soir, ça sera en dehors de mon propos. Une séance complète pourrait y être consacrée et on découvrirait en fait un mélange de fascination pour ces souverains venus d'ailleurs mais également un ramassis de clichés exotiques ou sur la figure du monarque oriental, autoritaire, cruel, oppresseur de son peuple, voire de propos ouvertement racistes ou de très mauvais goût. La presse de l'époque ne faisait pas dans la dentelle. Donc mon propos ce soir, c'est bien de montrer la vision de la France par ces monarques extra-européens. Alors les souverains n'ont pas systématiquement couché par écrit leurs impressions de voyage. Je me baserai sur 2 sources principales. Le journal de route que rédige le Shah de Perse durant son voyage en 1873
et les lettres qu'envoie le roi de Siam à sa fille lors de son voyage en 1907, regroupées dans un volume intitulé Klai Ban, loin des siens. Ces deux ensembles d'écrits qui ont fait l'objet de publications à l'époque et d'études récentes et de publications et de traductions récentes. Alors je confronterai les itinéraires respectifs des deux souverains, les enjeux de ces déplacements officiels ou non, les lieux visités, leurs centres d'intérêt, leur découverte de la France à travers leurs propres prismes nationaux ou culturels. J'aborderai plusieurs thèmes. La découverte du régime politique français, du mode de gouvernance à la française, les lieux et les insignes du pouvoir, l'intérêt, la fascination pour la modernité occidentale, pour les techniques européennes, et aussi plus largement la découverte de l'autre. Alors tout d'abord quelques éléments de contexte, contexte géopolitique de ces 35 années, 1873-1907, qui séparent le premier des derniers voyages. Donc ce contexte, c'est celui de l'expansion européenne dans le monde et plus précisément de la montée en puissance des empires coloniaux. Donc l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique, dans une moindre mesure le Portugal, l'Espagne, l'Italie se partagent le continent africain. L'Angleterre, la France et les Pays-Bas sont présents en Asie du Sud-Est, l'Angleterre et la Russie en Asie centrale. Donc sur le sol européen, 4 grandes puissances dominent. L'Angleterre victorienne est à son apogée. L'Allemagne, désormais réunifiée, étale son triomphe. Elle a vaincu l'Autriche en 1866 à Sadova et 4 ans plus tard, la France à Sedan. La Russie reste un acteur incontournable. Et enfin, la France, malgré la défaite de 1870, va retrouver progressivement sa place dans le concert des nations européennes. Dans ce contexte, nos deux souverains ont en commun de diriger des pays qui ne sont pas directement sous le joug colonial, mais subissent la pression des puissances européennes à leurs frontières. Les voyages de Nasser-ed-Din et de Chulalongkorn doivent être lus à la lumière de ces jeux politiques. La Perse, comme l'Afghanistan, est au centre de ce qu'on appelle le grand jeu, cette rivalité anglo-russe, dans toute l'Asie occidentale. Donc les conflits russo-persans de 1812 et 1826, dans lesquels les Britanniques ne sont pas intervenus, ont fait perdre des territoires à la Perse dans le Caucase. Cette dernière, cette fois-ci appuyée par les Russes, essaye de reprendre des territoires et d'occuper la région d'Hayrat en Afghanistan, mais là, les Britanniques s'y opposent et déclenchent la guerre anglo-perse de 1856-57, à l'issue de laquelle, par le traité de Paris, la Perse doit se retirer d'Hayrat. Donc, cette situation inconfortable de la Perse se retrouve dans la presse satirique de l'époque, le petit chat entre l'ours russe et le lion britannique. Alors pour Nasser-ed-Din qui se rend en Europe en 1873, les principaux interlocuteurs en matière de politique étrangère sont ainsi naturellement la Russie et l'Angleterre. La France joue un rôle secondaire mais non négligeable sur le plan diplomatique. Le souverain persan sait à bon escient raviver la vieille alliance franco-perse du temps de Napoléon et joue de manière habile la carte de la France face à la Russie et à l'Angleterre. De son côté, la France a bien compris l'intérêt d'entretenir de très bonnes relations avec la Perse. Les voyages en France du Shah de Perse de 1873 et 1889
sont une grande réussite sur ce point et se retrouvent consacrés jusque dans la production d'images d'Épinal. Le voyage en France du roi Chulalongkorn en 1897 s'inscrit dans un contexte beaucoup plus tendu. Le Siam est pris en tenaille entre les possessions britanniques à l'ouest et au sud et les possessions françaises regroupées dans l'Union indo-chinoise depuis 1887 à l'est. Les frontières du Siam reculent à mesure de l'avancée de la colonisation française. Et Chulalongkorn, très fin, a parfaitement compris l'intérêt de la cartographie comme outil de pouvoir pour délimiter le périmètre de son territoire national et fait appel évidemment à un officier britannique pour en faire une cartographie. L'officier James Fitzroy McCarthy qui dresse une des premières cartes extrêmement précises du territoire et surtout de ses frontières. Malgré cela, même si Chulalongkorn joue dans un jeu diplomatique subtil l'Angleterre contre la France, parfois les puissances impérialistes s'entendent à ses dépens. Et lors de la guerre franco-siamoise de 1893, l'Angleterre n'intervient pas et le Siam doit céder le Laos lors du traité de Bangkok. Donc en 1897, le roi de Siam qui se déplace en Europe, déjà il se déplace à l'occasion du jubilé de diamant de la reine Victoria. Il ne vient pas en France comme ça. Donc il passe simplement par la France. Et il doit réaffirmer, il réaffirme son statut de souverain. Donc le passage en France, en fait, est l'occasion d'une intense activité autour de la question des frontières et des accords commerciaux. Chulalongkorn est entouré d'officiers anglais et il est attaqué dans la presse diplomatique à ce sujet. Donc cette image qui le représente le montre avec un document en main qui pourrait être un traité. Donc voilà, on a toutes ces questions-là qui sont sous-jacentes en 1897. Ce n'est plus du tout le cas en 1907. L'heure est on pourrait dire à l'apaisement, tout au moins à la fin des conflits, parce que quelques mois auparavant, son second voyage, Chulalongkorn a dû accepter la cession de 3 provinces à la France, donc qui seront rattachées au Cambodge, les provinces de Battambang, Sisophone et surtout Angkor, qui étaient jusque-là en territoire siamois. Donc, en fait, la France a renoncé à établir un protectorat sur le Siam, les relations se sont normalisées. On peut dire que le règne de Chulalongkorn est marqué par des pertes territoriales importantes, mais il a préservé l'essentiel, c'est que le Siam reste le seul territoire non colonisé en Asie du Sud-Est. Alors maintenant, rentrons maintenant plutôt dans le cœur de notre propos, c'est-à-dire la vision de la France par ses 2 souverains. Un premier ensemble d'observations concerne tout ce qui a trait au régime politique, au mode de gouvernance, au territoire, aux frontières, aux lieux et symboles du pouvoir. Parmi les pays traversés, la France et son régime politique sont l'objet de toutes les curiosités. C'est la seule république que les monarques visitent. Vous voyez, dans cette image de gauche, on voit Chulalongkorn en haut à gauche avec une pléiade de souverains et ne figure pas, mais pour cause, le président de la République française. Donc côté français, en fait, la République est encore fragile et le protocole doit se montrer à la hauteur dans tous les événements qui jalonnent le séjour des monarques en France. Nassereddin était venu en 1873 en Occident, je cite, pour constater les moyens bénéfiques utilisés par les gouvernements européens
pour assurer le bien-être de leur peuple et pour protéger leurs droits et leur prospérité. Il découvre un pays qui oscille entre les Français qui réclament une monarchie et ceux qui veulent rester en république. Il assiste au vif débat de l'Assemblée nationale en congrès à Versailles et conclut, assez peu convaincu par le système parlementaire, il y avait un vacarme extraordinaire. Il est très difficile de prendre la parole dans cette assemblée. Et il constate dans son journal une difficulté à gouverner le pays. La France de 1873 est un pays doublement affaibli par sa défaite contre la Prusse et par les événements de la Commune. Nassereddin, dans son journal, y est très sensible. Il constate que la France porte encore le deuil de la défaite et est surpris par la morosité ambiante. Il note dans son journal les stigmates de la guerre franco-prussienne et relève de manière très récurrente les traces des combats de la Commune sur les bâtiments. Alors on sent chez Nassereddin la peur des soulèvements populaires, des agitations qui mènent à la révolte. Il connaît l'histoire de France, en fait, ces craintes résonnent de manière particulière et sont probablement amplifiées par le fait qu'il est loin de son pays, de son peuple. Alors n'oublions pas qu'il est dans son propre pays confronté à une agitation entretenue par la secte des Babis. Et dès son retour en Perse, il sera d'ailleurs confronté à des émeutes et n'oublions pas aussi qu'il mourra assassiné par un opposant politique. Voilà. En fait, Nassereddin aime l'ordre. Et il est presque rassuré par la revue militaire à laquelle il assiste à Longchamp et finit par conclure, je cite, « Après toutes ces défaites et ces désastres français, on n'espérait pas un tel rassemblement et une telle discipline. » La partie inférieure de cette image résume en quelque sorte un sentiment profond qui habite le Shah de Perse, c'est-à-dire en fait l'ordre restauré par la force militaire après les événements de la Commune que suggèrent un petit peu les flambeaux à l'arrière-plan. Alors cette vision d'une France soumise à de perpétuel soubresaut révolutionnaire est beaucoup moins marqué chez Chulalongkorn, mais il note malgré tout dans ses lettres que le quartier de la République est celui d'où partent toutes les grèves et les émeutes, que la place de la Concorde porte mal son nom, car pendant la Révolution on y fit de grands massacres. Il est par ailleurs à Paris en 1907, lorsqu'on apprend la révolte des vignerons dans le Languedoc. Il s'interroge sur les raisons qui ont poussé le peuple à la révolte et comprend, je cite encore une fois, les ennuis du gouvernement. Alors, une des particularités, une des singularités de Chulalongkorn est son ressenti au passage des frontières. Comment sont-elles gardées? Comment sont-elles signalées, matérialisées? Quelles sont les formalités à respecter? Au passage de la frontière entre l'Italie et la France, il note l'activité des douaniers, les modalités de la démarcation. Le franchissement de la frontière franco-allemande en Moselle l'amène à s'interroger sur la correspondance entre frontières politiques et frontières naturelles, sur les changements dans les paysages. En 1907, il confie à sa fille sa sensibilité sur cette question. Papa a toujours envie de voir les frontières, sans bien savoir pourquoi. Peut-être simplement parce que la contrariété liée à notre affaire des tracés frontaliers est toujours là. Le passage des frontières pour ces deux souverains donne toujours lieu à un transfert de responsabilité dans le protocole qui entoure le monarque. La frontière franco-allemande reste un point de crispation pour les Français. Ainsi, pour se rendre en Allemagne, Nassereddin, en 1889, a la délicatesse de ne pas la franchir et de passer par la Suisse, geste qui est salué par les autorités françaises.
L'un des points communs des voyages des deux souverains en France est leur visite des lieux emblématiques du pouvoir, présents et passés. L'Élysée, le Sénat, mais aussi et surtout les anciennes résidences royales que sont Fontainebleau, Rambouillet, Versailles. Nassereddin et Chulalongkorn, reçus par la France républicaine, se glissent en quelque sorte dans les pas des grands souverains du passé. Alors le tombeau de Napoléon à l'hôtel des Invalides est un passage obligé. En 1873, Nassereddin y rencontre des vétérans de la Grande Armée. En 1897, Chulalongkorn a quelques mots pour de vieux pensionnaires invalides. Les deux souverains sont également impressionnés par la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe, théâtre d'une parade grandiose en 1889 pour le Shah de Perse. Au Palais Bourbon, Nassereddin remarque en 1873 « Le lit qu'on m'a destiné est celui de Napoléon à l'époque de son mariage avec Marie-Louise. » À Rambouillet, on assigne en 1907 à Chulalongkorn la chambre qu'occupait Charles X. Lors de la visite de ces résidences royales, les deux souverains reconnaissent la grandeur extérieure des bâtiments, mais sont en revanche unanimes sur les intérieurs, qu'ils jugent mal habités et dépourvus de grandeur. Nassereddin reçut au Sénat en 1873 le juge encombré de bureaux qui cloisonnent l'espace. Ce palais a été dépouillé de sa majesté. Il est étonné par ces demeures royales emplies de mobilier, davantage habitué au nomadisme de la cour persane. À Versailles, l'Assemblée nationale qui siège depuis 1871 le conduit au constat suivant. Ces appartements ont perdu de leur splendeur à cause des allées et venues, de l'empilement des papiers et des registres, du déplacement des tables et sièges des ministres et secrétaires. En 1907, Chulalongkorn juge Fontainebleau mal entretenu, les chambres de Rambouillet trop petites. Et visitant Versailles, il a la même impression. Rien n'a été établi pour le confortable. Et de se plaindre sur l'exiguïté des appartements, il est impossible d'y trouver une chambre de 6 mètres de large pour enfin conclure « ce ne sont pas des habitations, mais plutôt des galeries de tableaux faites pour le plaisir des yeux ». En revanche, les deux souverains sont impressionnés par la mise en image de la figure des souverains du passé. La geste des monarques se décline sur différents supports, des tableaux d'histoire, des tapisseries, des portraits, des médaillons, des bustes, statues. Les peintures d'histoire de la galerie de Versailles impressionnent, tout comme la statue équestre de Louis XIV, qui est une source d'inspiration pour Chulalongkorn. Les deux souverains ont un tropisme particulier pour les parcs et les jardins, ce qui peut se comprendre de la part de deux monarques qui habitent des palais ou des résidences entourées de vastes espaces verts. Les jardins sont des lieux où les monarques se reposent du rythme protocolaire, mais pas seulement. L'agencement des parterres, des bassins, des fontaines, des statues intéresse Chulalongkorn. Il est très attentif au circuit d'adduction d'eau à Rambouillet. Il se renseigne sur les sources en présence et il fait le parallèle avec la résidence royale de Lopburi et les réservoirs utilisés pour l'acheminement de l'eau. À chacune de ses visites à Versailles, Nassereddin décrit dans son journal les différents aménagements du parc, les terrasses, les pièces d'eau aménagées en gradins. Il arpente avec sa suite les allées du parc. Il visite les différents bosquets, s'arrête devant les vases en marbre, les colonnades, les statues, qui sont aussi pour lui une découverte. L'Antiquité gréco-romaine n'est pas pour lui forcément le modèle de référence. Il assiste aux fêtes de nuit, dans les jardins illuminés et aux feux d'artifice tirés en son honneur.
Les deux monarques sont conscients de l'importance de l'image royale diffusée à travers divers supports matériels. Le rôle de l'État, comme commanditaire, ne passe pas inaperçu lors de la visite de ces souverains à l'hôtel de la Monnaie, à la manufacture des Gobelins, à la manufacture de Sèvres. L'image des souverains du passé est présente sous de nombreuses formes. Nasser-ed-Din et Chulalongkorn sont soucieux de laisser une trace de leur passage en Europe et de bénéficier du talent d'artisans ou d'artistes connus. Chacun des souverains commande une médaille pour commémorer son voyage en Europe. À l'hôtel des Monnaies, on présente au Shah de Perse quelques spécimens de médailles réalisées pour d'anciens souverains. Il assiste au fonctionnement des machines pour fabriquer les pièces et à la frappe de 3 monnaies à son attention, 3 médailles à son attention. En 1897, Chulalongkorn est impressionné par la qualité du travail des graveurs français et reconnaît leur incontestable supériorité en Europe. Lors de sa visite aux ateliers du Quai Conti, il demande au directeur de l'administration de faire frapper une médaille à son effigie. Et c'est Henri-Auguste Jules Patet, le graveur général des Monnaies, qui réalise en quelques semaines la médaille. En 1907, Chulalongkorn pose dans l'atelier du célèbre peintre portraitiste Carolus Durand pour un portrait en buste. Il se rend dans les ateliers de fonderie des frères Susse, boulevard de la Madeleine, et pose devant le sculpteur Georges-Ernest Solo pour une statue équestre à l'occidentale, inspirée par celle du roi Soleil à Versailles. Une statue qui sera installée en 1908 à Bangkok pour les 40 ans de son règne. Enfin, il fait réaliser une vitrine de style retour d'Égypte, s'inscrivant dans cette tradition de mobilier produit tout au long du XIXe siècle, s'inspirant de l'épopée napoléonienne. La photographie fait par ailleurs l'objet d'un formidable engouement chez les deux souverains qui en ont perçu les possibilités qu'elle offre comme instrument du pouvoir. Ils s'entourent dans leurs cours respectives de photographes occidentaux. Ils sont à la fois mécènes et photographes amateurs. Dans la continuité de son père, le roi Mongkut Rama IV de Siam, Chulalongkorn ouvre la tradition du portrait royal à la photographie. Nasser-ed-Din, lui, fait installer un studio photographique dans son palais du Golestan et constitue une remarquable collection de photographies. Dans la grande tradition occidentale, il prend ici la pose à côté d'une des pièces maîtresses de sa collection, le globe aux joyaux, emblème du pouvoir royal, qu'il a fait réaliser en 1869 en utilisant les pierres du trésor. Dans leur voyage en France, ce goût pour le médium photographique se retrouve. Nasser-ed-Din se fait portraiturer chez Nadar, homme sympathique et corpulent, et puis il y retourne en 1889. Alors, tous les attributs du pouvoir sont ici présents, la tunique à broderie, les décorations, le collier de pierres précieuses retenant le sabre, ou encore le bonnet à aigrette ou au lion solaire, symbole de la Perse. À Rambouillet, en août 1907, Chulalongkorn témoigne de sa passion. Je cite, « Depuis hier, le président sait que j'adore qu'on prenne des photographies. Aujourd'hui, on a tout arrangé pour en prendre. Leur fonctionnaire pour la photographie, courant de sentier en sentier pour nous prendre, est extrêmement habile. » Il s'agit ici d'un des opérateurs de l'agence Roll. L'un des buts des voyages des deux souverains est de découvrir
les nouvelles inventions occidentales, de mesurer les progrès des sciences européennes, de se familiariser avec les techniques mises en œuvre dans le quotidien des Européens. Nasser-ed-Din est fasciné par les chemins de fer. Il découvre les tunnels, qu'il appelle des trous dans la montagne. Au cours de son passage à Paris en 1873, il rencontre Ferdinand de Lesseps, qui travaille à un projet de construction d'une ligne de chemin de fer entre Orenbourg en Russie et Calcutta en Inde, permettant de relier l'Europe à l'océan Indien. Un tracé qui évite la Perse. Donc il est possible que des discussions aient eu lieu à cette époque pour une ligne alternative passant par le Caucase et la Perse en gagnant Karachi. Nasser-ed-Din est particulièrement intéressé par tout ce qui touche à la chose militaire. Il a eu l'occasion de visiter les usines d'armement en Allemagne et de passer commande chez Krupp. En France, il passe par 2 fois par Cherbourg. Il visite l'arsenal et les fortifications du port. En 1889, il s'arrête longuement à l'exposition universelle devant les stands d'armes du pavillon de la guerre. Il prend le temps de discuter en français avec plusieurs officiers. Il assiste à des expériences de téléphonie militaire aérienne. Chulalongkorn, dans ses voyages en train pour atteindre Paris, lui observe attentivement le paysage et sa mise en valeur industrielle ou agricole, les usines, les voies de communication terrestres ou fluviales, notamment les canaux, dont il détaille le système d'écluses. Dès leur premier séjour en France, Paris exerce sur les 2 souverains une même fascination. On peut dire que beauté et modernité se conjuguent à leurs yeux dans la capitale française. En 1873, Nasser-ed-Din y découvre l'éclairage public au gaz, l'eau chaude et froide à profusion dans sa résidence. Ils relèvent tous deux la largeur des avenues, la dimension des places et des carrefours, le balai incessant des voitures et des véhicules. Chulalongkorn s'étonne de ces boulevards qui changent de nom suivant le parcours. Les rangées d'arbres, je le cite, les rangées d'arbres sur lesquelles on se promène pendant la nuit sont éclairées, comme s'il y avait une fête continuelle, confie-t-il à sa fille. Tous ceux qui se rendent trouvent que c'est le paradis. Alors, on est dans l'emphase. Au cours des 2 voyages suivants, en 1878 et 1889, Paris est le théâtre d'expositions universelles. Le souverain persan est littéralement ébloui. Paris est comme une ville que l'on voit dans un rêve. Alors, il visite longuement l'exposition de 1889, y compris l'exposition coloniale et ses villages indigènes. Il assiste à une représentation de Buffalo Bill et de ses Indiens, et il n'a qu'un seul regret, c'est que le pavillon de la Perse n'ait pas pris une place plus importante dans l'exposition. Alors sur ce dernier point, l'opposition est flagrante avec le roi de Siam, qui n'était présent ni à l'exposition universelle, ni en 1878, ni en 1889, ni en 1900. Et par ailleurs, en 1907, il n'a pas visité, et on peut aisément le comprendre, l'exposition coloniale organisée au Bois de Vincennes. La Tour Eiffel, symbole de prouesse technique et réalisation de la Troisième République, est une étape incontournable du séjour parisien. Nasser-ed-Din la découvre en 1889. Peu familier des ascenseurs, il monte à pied jusqu'au premier étage. Chulalongkorn, lui, la visite à 2 reprises jusqu'au sommet par le système d'ascenseur dont il détaille d'ailleurs les systèmes, il analyse aussi, enfin il commente aussi, il décrit tous les commerces, toutes les attractions présentes sur les différentes plateformes. Au terme de leur dernier voyage, les 2 souverains font la même analyse
malgré tout, du décalage de leur pays par rapport à l'Europe. Nassereddin constate le grand fossé entre son pays et l'Occident qui s'industrialise. Chulalongkorn, en 1907, insiste sur la marche continue des innovations. Je cite, « Le progrès y est constant. On a beau croire qu'un modèle est achevé, on trouve encore moyen d'inventer beaucoup d'autres choses qui sont la source d'une foule d'autres. » Dans un tout autre registre, Nassereddin et Chulalongkorn ont un goût prononcé pour l'histoire naturelle. En 1873, le Shah de Perse visite longuement le jardin des plantes, reçu par le directeur du muséum, Chevreul. Il traverse les serres et propose de compléter la collection par quelques plantes de son pays qui ne sont pas représentées. Il poursuit par la visite de la ménagerie, plaisante en sa qualité de grand chasseur devant les cages des fauves, découvre des espèces inconnues, le casoar, le jaguar, le tapir. Il est par contre très intrigué par les collections de zoologie. Je le cite, « On voit une chose spectaculaire, des animaux morts que l'on conserve dans un pavillon du musée. » Nassereddin est très intéressé par l'ensemble des dispositifs de présentation des collections naturalistes, les vitrines d'exposition, l'inventaire, la classification, l'étiquetage. Même curiosité lors de sa visite à l'école des mines où il découvre l'étage des fossiles des animaux ayant vécu avant le déluge, choses qui sont pour lui fort étonnantes. Chulalongkorn est davantage intéressé par la botanique. Lors de son excursion à Fontainebleau en 1907, il demande à visiter une plantation d'orchidées et décrit, comme à son habitude, toujours avec une grande précision, les installations, les dispositifs prévus, les soins apportés aux plantes. Chulalongkorn a probablement rencontré en 1907 le prince Roland Bonaparte, qui était un féru de botanique et propriétaire d'un des plus beaux herbiers au monde. Les voyages de Nassereddin et Chulalongkorn sont également marqués par des visites à des musées ou des bibliothèques françaises. Les deux souverains ayant en effet joué un rôle de tout premier plan dans les créations ou la réorganisation des institutions culturelles de leur propre pays. Petit rappel, Chulalongkorn a fondé en 1874 le Musée national de Bangkok et en 1883 la Bibliothèque royale Vajrayana, qui deviendra en 1905 la Bibliothèque nationale après fusion avec deux autres bibliothèques. Nassereddin, quant à lui, est à l'origine de l'université Darul Fünun, la première institution d'études supérieures fondée en Perse qui comprenait une riche bibliothèque. Au cours de son règne, il procède à l'extension et à l'embellissement du palais du Golestan avec la construction du Shams el-Omaré. Ainsi, Nassereddin, qui visite le Louvre en 1873, visite les antiquités gréco-romaines, les peintures. Il revient en 1889, cette fois-ci plus particulièrement intéressé par les antiquités assyriennes, et s'arrête devant les collections rapportées du site de Suse par Marcel et Jeanne Dieulafoy. Le Shah de Perse a en effet donné une autorisation de pratiquer des fouilles en 1884 aux deux archéologues français, malgré les demandes insistantes de leurs homologues russes et britanniques. Il se dit ainsi très satisfait de la place faite à ses collections au musée du Louvre. Il félicite le couple d'archéologues, mais ne manque pas de faire une remarque sur la tenue masculine si singulière de Jeanne Dieulafoy. Vous portiez déjà ce costume à Téhéran, n'est-ce pas, madame ? Alors, la visite de Chulalongkorn à la Bibliothèque nationale en 1897 a une résonance tout actuelle. Il est reçu par Léopold de Lille. Le monarque est invité à consulter de précieux manuscrits siamois préparés à son attention. Et il tient à ce sujet à mentionner que ce sont des livres de son pays.
On lui présente également le texte d'un traité conclu entre son ancêtre et le roi Louis XIV. Texte qui attire vivement son intérêt au point de demander si cette pièce peut lui être donnée. Réponse lui fut faite qu'une photographie du traité lui serait envoyée. D'autres visites ponctuent les séjours du roi de Siam à Paris. Il visite le musée Guimet en compagnie de son fondateur. En 1907, Chulalongkorn visite le musée chinois de Fontainebleau à la recherche des objets apportés par les ambassadeurs envoyés par son père en 1861. Il constate à cette occasion un mélange entre objets chinois, japonais et siamois et apporte des éléments d'identification. La dernière partie de mon exposé est consacrée au regard sur l'autre. L'autre étant cette fois-ci dans une perspective de décentrement, l'européen et en l'occurrence le français. Il y a dans les notes ou les lettres de voyage des deux souverains une dimension exploratoire sur le pays et ses habitants, élément que l'on retrouve dans certains récits de voyages européens. Les deux souverains décrivent à travers leur propre prisme national, en rapportant leurs observations à des réalités familières. Le Shah de Perse, en visite à Notre-Dame, se réfère à des modèles connus. Je cite : « Nous avons vu des minbars et des mihrabs anciens magnifiquement sculptés. » Chulalongkorn à Versailles, monument majestueux, construit à la gloire d'un roi, ne peut s'empêcher de faire l'analogie avec Angkor Thom, la grande ville sacrée du Cambodge siamois. Le spectacle de cirque auquel assiste avec enthousiasme le Shah de Perse et la prestation des écuyères et dresseurs de chevaux lui rappellent le Zourkhan, ce gymnase iranien où s'entraînent les athlètes. On pourrait ainsi multiplier les exemples. La nourriture et la manière de consommer un repas est un autre champ d'observation et de commentaire. Nasreddin goûte peu la cuisine française, mais mange en grande quantité, plusieurs fois par jour. Il fait venir beaucoup d'aliments directement de Perse, qui sont cuisinés à sa convenance. Il prend ses repas plutôt seul, assis à terre, jambes croisées, tous les plats présentés à la fois devant lui. La table française, l'ordre des plats servis sont donc pour lui étrangers. La place du vin dans la culture française l'interroge particulièrement. Il questionne l'archiprêtre de Notre-Dame. Jésus buvait-il du vin ? Avant d'être étonné par la réponse amusée du prélat, il en buvait beaucoup, lui-même a fait du vin. Nasreddin est stupéfait en traversant la Bourgogne. La récolte de vin dépasse l'imagination. Le vin est célèbre et on l'exporte dans le monde entier, note-t-il dans son journal. Le Shah de Perse parle peu sur les mets français. Chulalongkorn, par contre, s'étend beaucoup plus sur le sujet. Les nourritures et les boissons qui pourraient lui être familières font l'objet de vives critiques. Pour le thé, le souverain est catégorique. « Je ne tiens pas à boire de leur liqueur épaisse et noire. » Quant au riz, il est mal cuit et tellement épais qu'on aurait dit du potage au riz. Le roi de Siam apprécie par contre au plus haut point les fruits, et notamment la poire, dont la dégustation lui fait monter les larmes aux yeux. Il sait apprécier certaines spécialités culinaires. Il relate notamment un repas au restaurant La Tour d'Argent, qualifié par le roi de restaurant ordinaire, où on lui sert la spécialité de la maison, le canard au sang, dont il se fait expliquer en détail la recette. Chulalongkorn est un observateur attentif des sociétés occidentales et livre dans ses lettres d'autres témoignages sur les différences culturelles entre son pays et la France.
Dans ses traversées du bois de Boulogne, Chulalongkorn s'interroge sur le nombre et la grande variété des promeneurs, de toute classe sociale, sur cette nécessité de la population de prendre l'air. Il analyse cette situation et fait le constat que ce besoin dans la population est imposé, déterminé par la configuration des maisons européennes, sans balcon ni cour, par rapport aux maisons siamoises, entourées de vérandas. Ils ont beaucoup plus besoin de sortir que nous, conclut-il. Il va encore plus loin dans son analyse et donne sa propre lecture dans une explication que nous pourrions qualifier d'ethnocentrisme à l'envers. Les Européens ont besoin de se délasser, car dans leur maison, ils s'assoient sur des chaises. Or, lorsqu'ils vont en plein air, comme dans un parc, ils s'assoient les jambes croisées ou repliées, ils se couchent sur le ventre et jouent sur l'herbe. Ils vont à pied et n'ont pas de siège pour manger. Un des passages les plus savoureux de décentrement du regard est le récit de sa visite à la basilique du Sacré-Cœur. Le roi de Siam constate l'intense dévotion des fidèles, les offrandes, les processions et la profusion des objets de piété, cœurs, bougies, chapelets. Il interroge alors la notion d'idolâtrie si souvent plaquée sur les sociétés asiatiques par les Européens et conclut « Les catholiques romains vénèrent beaucoup plus que nous les images. » Enfin, devant les boutiques d'articles religieux, il ne peut s'empêcher de penser à ces Européens qui viennent dans notre pays, achètent sur les marchés des statues de Bouddha, disant que nous sommes des idolâtres. Et dans un geste de renversement de situation, il décide lui aussi d'acheter quelques articles, parce que ces objets me plaisaient, mais sans aucune intention de moquerie. Après une représentation à l'Opéra Garnier, Chulalongkorn explique à sa fille les différences entre la danse européenne et la danse siamoise. Chulalongkorn décrit les poses et les gestes et se livre à un véritable travail de déconstruction des notions de beauté, de pudeur, de grossièreté. Les Européens jugent notre manière de danser étrange et ridicule. Pour le vrai siamois, leur manière de faire est aussi détestable et déshonnête. Ils se mettent des caprongues très courts, comprenez des jupes très courtes. Ils les relèvent de la main, ils les entrouvent, ils dansent et sautent comme des singes entremêlés. C'est une honte pour des femmes d'être obligées de faire ainsi. Je vais conclure. 20 ans séparent les voyages du Shah de Perse de ceux du roi de Siam. Terrain d'observation pour ces monarques, la France a beaucoup changé au cours de cette période. D'un pays meurtri au sortir de la guerre de 1870, elle est redevenue une puissance internationale et Paris a été le théâtre de grandioses expositions universelles. On sent à travers les témoignages des deux souverains les enjeux diplomatiques en présence à des degrés divers. Nous l'avons vu, les voyages de Chulalongkorn étant beaucoup plus marqués par la prégnance du contexte colonial que ceux de Nasser ed-Din, qui s'inscrivent dans une séquence de concorde entre la Perse et la France. Mais au-delà des questions politiques, la lecture que les deux souverains font de la France est passionnante. Pour ces monarques qui sortent pour la première fois de leur pays, l'Europe est une terra incognita, qu'ils ne connaissent qu'à travers des écrits ou par la bouche de voyageurs européens venus visiter leur pays. Le voyage en Europe est ainsi pour eux la découverte de l'altérité, la confrontation avec le terrain. La France, par certains côtés, leur paraît comme exotique. On retrouve ainsi des similitudes avec l'explorateur européen en situation. On pourrait ainsi parler du rôle de l'interprète, de l'importance des guides qui conduisent le voyageur d'un lieu à un autre, voire même des contacts avec les populations locales, les Français, enthousiastes ou parfois hostiles. C'est le cas avec Chulalongkorn en 1897.
De la rencontre avec l'autre et l'ailleurs naît la question de la différence, et la pratique constante de la comparaison est au cœur des observations des deux souverains. Il y a dans leurs écrits on pourrait dire la même hybridation que l'on retrouve dans les carnets d'explorateurs entre les descriptions, les observations de phénomènes et, de l'autre côté, l'expérience sensible du voyage, le ressenti du voyageur. Je vous recommande ainsi la lecture de ces deux passionnants journaux de route qui sont finalement à lire en miroir des récits de voyages européens. Et je vous remercie de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.